Salut tout le monde. Comment ça va? Ça va ou quoi? Vous allez bien? J'allais dire vous avez passé de bonnes vacances, mais... Je ne sais pas si vous étiez en vacances, mais nous, c'était les vacances. Salut. Ça fait plaisir de vous revoir. En cette rentrée, ça n'existe pas. On va peut-être mettre un peu de lumière, qu'est-ce que vous en dites? Lumière, attention. Voilà, c'est mieux. Salut. Alors comment ça va les amis? Il y a qui ce soir? Mais c'est pas le soir, c'est le matin. C'est le matin, c'est pas le soir, mec. Hop là. Ok. Salut Rita, salut Marina, salut girly. Salut. Ah, il y en a qui sont pas là et qui sont pas là habituellement. Hein. Il y en a qui sont pas là habituellement. Hein. Eh, ma Ponticelli. Salut à toi, ma Ponticelli. J'aime bien ce pseudo, je ne t'ai jamais vu. Salut Babou, toujours discrète mais toujours présente pour vos vidéos, vlogs et live pendant des années, depuis des années. Eh ben, merci à toi, franchement ça fait plaisir. Ça fait plaisir, en plus je vois que tu es abonné là, c'est très très gentil. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas à vous manifester, les gens discrets, hein. C'est vrai qu'il y a des gens qui nous suivent depuis très longtemps. Et... Yeah, merci Jus pour le réabonnement. Merci Jus, merci beaucoup. Ouais, c'est vrai qu'il y en a qui nous suivent depuis longtemps ou depuis peu et qui n'osent pas commenter. N'hésitez pas, hein, commentez soit les lives ici si vous pouvez, les vlogs, les replays qu'on met sur YouTube. N'hésitez pas, soyez là. Hein. Ça nous fait toujours plaisir. Hein. Ça permet d'être entre guillemets un peu plus proche. J'ai pas pris mon verre d'eau. Ah, mamma mia. Grosse erreur de ma part. Alors là, c'est inadmissible. Donc vraiment, n'hésitez pas, hein, n'hésitez vraiment pas à commenter un peu plus. Hein, on est là, on est tranquille, on n'est pas méchant. Et si vous nous croisez un jour dans la rue ou quelque part, vous pouvez faire « Hey, comment ça va ?» Et ben, moi, je vous dirai « Hey, ça va, merci !» Et puis voilà, n'hésitez pas. Merci à tous ceux qui se sont réabonnés là, pendant les petites vacances, pendant notre absence. N'hésitez pas à faire un petit tour là, le temps que j'aille chercher mon verre d'eau. Regardez ceux qui sont membres Amazon Prime là, si vous pouvez pas vous faire votre petit réabonnement là, parce que faut le faire tous les mois, vous savez. Attention, hop, je mets ma petite. Regardez, je mets ça comme ça, vous voyez pas mes fesses quand je marche, parce que j'ai des très belles fesses. C'est pas vrai du tout. Je cherche un verre d'eau. Ouais, vous regardez votre petite date de réabonnement là, les amis. Et je vous mets pas de musique. Vous avez qu'à chanter. Chantez entre vous là. Ah, plus vite que l'éclair. Plus vite que l'éclair. Il traverse les galaxies. Hop là. Bim. Ah non, mauvais écran, c'est pas là, c'est là. Voilà. Tahiti Ju, elle dit, je me suis réabonné pendant les vacances, mais j'ai pu le signaler aujourd'hui. Ouais, c'est vrai, Tahiti Ju, t'as raison. C'est vrai qu'on peut se réabonner un peu quand on veut, et après on peut envoyer le message du coup en live. Et ça fait toujours plaisir de voir le message en live, évidemment. Oh, mon nez coule, c'est pas possible. Oh, l'hiver, je te jure. Et puis j'ai même pas de mouchoir. Je vais pas me relever une deuxième fois, ça serait quand même vous faire offense de partir comme ça. Mais bon, j'ai pas de mouchoir. Allez, j'ai même pas mis l'écran. Voilà. Hop. Bon, en tout cas, ça fait plaisir. Ça me fait plaisir d'être de retour parmi vous. Je ne sais pas si vous êtes content de nous revoir, mais voilà, c'est reparti pour, j'allais dire une semaine. Non, c'est parti pour combien de temps là 8 bonnes semaines, je crois, avant les prochaines vacances scolaires. Non, j'exagère un peu peut-être. Non, pas 8 semaines. Non, on n'est pas de 8 semaines, non, qu'est-ce que je dis 6 semaines, 6 ou 7 semaines là, avant les prochaines vacances. Donc c'est reparti pour 4 lives par semaine. Le mardi matin, c'est avec moi, petit rappel du programme. 7 semaines de vacances, de cours, merci à toi Girly. Donc le mardi matin, c'est avec moi, rendez-vous à 10h, voilà. Donc là, ce matin, on va parler argent, j'ai des questions très intéressantes. Je vous dis ça tout le temps parce que je trouve que toutes les questions sont intéressantes dès qu'on parle voilà. On parle d'argent et de tout ça. Donc moi, j'aime bien. On a le mercredi, pardon, à 20h30, c'est la salsa. On est très content de reprendre
Donc demain, ce sera la reprise. Alors on ne s'est pas trop entraîné avec Bibou, je ne sais même plus où on en était dans les pas, ce qu'on vous avait appris là, mais voilà, donc ça sera demain. Le jeudi matin avec Bibou, c'est à 10h. Alors le jeudi, il y aura des petits changements, parce que Bibou va faire sa formation d'assistante maternelle. Donc des fois le mardi matin et le jeudi matin, des fois il y aura des annulations. Et des fois, vous pourrez peut-être me voir moi le jeudi. Enfin bref, ça va dépendre. Il y aura des petits chamboulements là sur le mois de novembre parce que Bibou, elle sera en formation assistante maternelle. Et le vendredi, comme d'hab, voilà, le vendredi soir, on est là. On parle un peu de plein de choses. Et ce vendredi, notez le sujet du live. On vous l'avait déjà dit un petit peu en commentaire sous les vlogs pour ceux qui commentent nos vlogs sur Juju Baby. On va revenir un petit peu sur un sujet qui a fait pas mal réagir et on a trouvé ça très intéressant. On va parler des animaux de compagnie, on va parler de la mort, on va revenir un peu sur cet épisode-là et on va parler de ça vendredi. Voilà, donc l'idée, ça sera... Merci à toi, Ulia. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton abonnement, ça fait vraiment plaisir. Donc vendredi soir, on va parler de ça, des animaux de compagnie et des animaux en général aussi. Ça va être un sujet assez sensible, parce que les animaux sont un sujet. Non, parler des animaux est un sujet qui fait toujours beaucoup réagir. Et on a hâte de parler de ça. Voilà, on va parler des chiens et des chats, bien évidemment, qui sont un peu les rois. Les rois des animaux, mais on va parler de tous les autres animaux, et on va parler aussi de la mort. On va parler de tout ce qu'on fait pour nos chers animaux de compagnie. Voilà. Hein. Et ça va être très très intéressant, que vous soyez amoureux des animaux ou pas trop, soyez là vendredi soir à 20h45. Vraiment, hein, retenez ça. Je vous invite vraiment à venir. Voilà. Parce que ça va être vraiment fun. Ok. Alors, est-ce qu'on commence ou pas ? Je me mouche un peu. Hein, j'ai exactement 9 questions. Je suis pas sûr qu'on va faire les 9 ce matin, hein, parce que... Voilà. J'aime pas trop me moucher devant les gens, moi. C'est quelque chose... Je suis assez pudique du mouchage. Je ne sais pas vous, mais... Pardon. Ouais, je pense que je suis bon, là. J'ai jamais aimé les gens qui se mouchent comme ça en public. Parce que j'ai toujours l'impression d'avoir un truc qui me reste. Hein, moi, il y a des choses comme ça, en public, je ne peux pas le faire. Pourtant, j'allais dire, je peux rôter en public, mais pas me moucher. C'est très bizarre, hein. Mais je suis beaucoup moins gêné si j'ai un rot qui sort en public. Par contre, me moucher devant les gens, je trouve ça, mais sale, de chez sale. J'ai horreur des gens qui sont là et qui se mouchent dans les salles de cours à la fac. J'avais horreur de ça. Ah, moi, quand j'étais malade en cours, je me mouchais, bien évidemment, hein. Mais j'étais très mal à l'aise. Toi aussi, Ulia, pareil ? Ouais, ben voilà. Ok. Bon alors, on y va, c'est parti. Ok, alors ce matin, on va parler financement participatif, on va parler assurance vie, on va parler LEP, on va parler de la CAF, on va parler des outils de gestion de budget mensuel, on va parler aussi mutuelle. D'ailleurs, ça, je vais vous redonner un petit tip mutuel. Un petit tip sans le S. Et on va parler... Tac. Il y a encore une autre question assurance vie. Tac. Voilà. Ce sera un peu le programme de ce matin. Hein ? Ok ? On va parler un petit peu de ça. Je préfère quelqu'un qui se mouche que quelqu'un qui renifle bien fort. Je suis d'accord avec toi aussi. C'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Ok. Oula, j'ai crié. Alors, on va commencer par quelle question ? Parce que moi, j'ai des questions qui sont dans l'ordre. Mais des fois, j'inverse mon ordre parce que je juge que mon ordre est... Alors, je vais commencer peut-être par celle-ci. Hop là. Alors, on va parler directement des mutuelles, en fait. Je vais vous parler directement de ça. Parce qu'on en avait parlé, je crois, dans un... Oh, c'était probablement dans le dernier, je pense. Il y avait une question, voilà, Babou, est-ce que tu as un conseil par rapport aux mutuelles, comment la choisir, etc. Et moi, ma réponse, elle avait été assez vague, parce qu'en soi, je vous disais, les comparateurs de mutuelles, c'était pas non plus le super truc.
Je vous disais que pour moi, les comparateurs de mutuelles type le Lynx ou les Furets ou je sais pas quoi, c'était assez relou. En fait, moi, j'aime pas les comparateurs où tu dois donner ton adresse mail et ton numéro de téléphone pour accéder à des devis. Parce que du coup, tu vas te retrouver avec plein de mails de la part de l'Olivier, Harmonie Mutuelle, la Massif, la GMF, la MMA, la MAF, etc. La mutuelle de Poitiers, de Limoges et de Lille et de tout ça. Et j'aime pas ces comparateurs-là, moi. Je sais pas si vous êtes de cet avis-là. Y en a qui aiment bien, hein, mais moi j'ai horreur des comparateurs où il faut que tu donnes mail et téléphone. Parce qu'après, tu es surchargé d'appels. D'ailleurs, moi, maintenant, mon téléphone, quand les gens m'appellent, je ne réponds jamais. Mais quel que soit le numéro, je ne réponds jamais au téléphone. J'attends que la personne me laisse un message vocal. Comme ça, je sais c'est qui. J'enregistre le numéro si j'ai envie de l'enregistrer. Donc, si ça va être la GMF, je vais enregistrer GMF, tac, tac, tac. Mais je ne réponds jamais. Même quand c'est des portables, je ne réponds jamais maintenant. J'attends que la personne me laisse un message. Et je pars du principe que si les gens ne laissent pas de message, c'est qu'au final, c'est pas important. À l'époque, où il y avait moins de démarchage, de spam et de harcèlement. C'est pas du harcèlement, mais salut Lucie, salut à toi, bonjour, bonjour. À l'époque, on répondait beaucoup plus au téléphone. Les gens répondaient quand c'était un 06, un 07, même les 01, même les 09. Vous répondez parce que... Voilà. Oh, merci Sandrine et Olivier. Merci à vous. Merci beaucoup pour l'abonnement. Mais maintenant, je trouve que même les numéros de portable, des fois, il y a des gens qui t'appellent parce que tu as ton numéro qui était sur le bon coin. Etc. Moi, ça me saoule. Donc, je ne réponds jamais au téléphone. Ça sonne, je laisse sonner. Je raccroche pas direct, hein, parce que c'est quand même mal élevé. Je laisse sonner, là, je laisse passer les 4 sonneries, bim, hop, je raccroche, ça raccroche tout seul, merci, au revoir. Et si la personne me laisse un message, j'écoute, j'enregistre le numéro, etc. Bref, ça c'était ma petite astuce. Je vous invite vraiment à le faire, vous serez moins dépendant, vous aurez moins cette charge mentale du téléphone qui sonne et qui vous dérange, alors que c'est l'heure du bain, du repas, de faire la vaisselle, de ouais mais là j'ai pas envie de répondre, je suis en train de regarder Koh-Lanta, tout ça. Moi, de toute façon, je suis toujours sur... j'allais dire sur silencieux, mais non, c'est pas vrai. Je suis jamais sur silencieux, en fait. Donc, ça sonne. Je suis sur silencieux que pendant la sieste des filles. Mais voilà, je vous invite à le faire. Vous répondez jamais. Et voilà. Et ensuite, vous enregistrez les numéros. Et enregistrez les numéros. Hein. Moi, dans mon téléphone, j'ai NJ, la GMF, j'ai tout ça. Tout est enregistré. Comme ça, je sais si c'est ma mutuelle ou si c'est un démarcheur spam et tout ça. Bref. Et donc, pour revenir sur ces comparateurs, il y a Logi qui dit pareil, elle est d'accord avec moi sur le principe des comparateurs, mais comment faire alors? Eh bien, Logi, je vais te donner un site que j'ai trouvé, un comparateur de mutuelle, parce que là, je suis en plein dans une recherche de mutuelle, donc c'est tout frais pour moi. Donc, j'ai pu tester un peu tous les comparateurs de mutuelle. Ça marche aussi pour l'assurance auto, pour l'assurance habitation, tous ces machins-là. Hein. Je vais les reciter, le Lynx, les Furets, tous les trucs qu'on voit à la télé, c'est super, c'est machin, mais c'est chiant. Donc, moi j'en ai trouvé un, c'est Réassurez-moi. Ok, donc réassurez-moi.com ou .fr, je ne sais plus. C'est une start-up qui a été lancée il y a pas mal de temps quand même. Je crois que ça date de 2000. Voilà, je sais plus. Ça a peut-être 10 ans maintenant, cette start-up-là. Au début, c'était lancé parce qu'ils voulaient se mettre sur le marché de la réassurance l'assurance de prêt. Et maintenant, ils font un peu tout. Donc, c'est un comparateur qui fait mutuelle, assurance auto et tout ça. Il est recommandé par Le Bon Coin, donc mine de rien, voilà, il appartient pas au groupe Le Bon Coin, j'ai l'impression, j'ai lu un petit peu, j'ai essayé de lire. Ils appartiennent pas au groupe Le Bon Coin, mais ils sont recommandés par Le Bon Coin, donc je sais pas exactement ce que ça veut dire. Peut-être quand même que Le Bon Coin a des actions sur Réassurez-moi, je pense, qui sont peut-être au conseil d'administration, je ne sais pas. J'ai pas trop fouillé, mais voilà. Et c'est un comparateur où tu ne laisses ni ton adresse mail ni ton numéro de téléphone. Tu accèdes directement à tes devis. Et ensuite, toi, tu peux les appeler. Et c'est ce que j'ai fait, évidemment. Moi, j'aime bien appeler les gens. Tu peux les appeler pour avoir encore plus d'informations. Et tu ne laisses pas tes coordonnées. Tu as accès à tes devis. Voilà. Donc, réassurez-moi.com ou réassurez-moi.fr. Je ne sais plus exactement, mais je suis devant un ordinateur. Donc, je peux tout simplement aller vérifier pour vous. Réassurez-moi, voilà, hop, réassurez-moi.fr, voilà, ok, réassurez-moi.fr pour être bien précis.
Et d'après ce que j'ai lu, les conseillers ne sont pas rémunérés à la commission, ils sont salariés de Réassurez-moi. Donc, c'est le site internet, Réassurez-moi, lui, qui va être évidemment rémunéré par les mutuelles ou par les assurances, comme n'importe quel principe. C'est le principe du cashback que vous et moi, on peut avoir en tant que particulier. Hein. Les sites internet, les comparateurs, ils sont payés à la commission. Voilà, quand tu passes par leur lien, c'est le système de l'affiliation. Hein. Quand tu passes par leur lien pour prendre ton assurance auto ou ta mutuelle ou autre, le comparateur va lui avoir une rétrocession sur ton achat. Donc je ne sais pas du tout c'est combien, si c'est un pourcentage, si c'est une rétrocession fixe, 1 euro par contrat, 5 euros par contrat, j'en sais absolument rien. Je ne sais pas si c'est du pourcentage ou du fixe, ça c'est confidentiel évidemment. Mais réassurez-moi, donc les conseillers que vous avez au téléphone sont des salariés, d'après ce que j'ai lu. Hein, voilà. Salut Jobard. Donc, ils sont salariés. Donc, réassurez-moi, lui, va prendre les commissions. Hein, c'est comme ça qu'il faut bien qu'il gagne de l'argent. Mais par contre, les gens que vous avez au téléphone, eux, sont salariés. Donc, ils n'ont pas intérêt à vous conseiller plutôt cette mutuelle-là, ou celle-ci, ou celle-ci, ou celle-ci. Pour eux, peu importe. Ils vont écouter vos besoins. Si vous n'avez pas besoin de dentaire, d'optique, si vous en avez besoin, etc. Si vous voulez la chambre particulière, les médecines douces, les blablabla, les couronnes, les prothèses, etc., etc. Et ils vous conseillent la meilleure mutuelle. J'ai trouvé ça vraiment bien. Donc voilà, retenez ce site-là, testez-le, appelez. Hein, moi, je vous conseille vraiment d'appeler. Déjà, vous faites vos devis, etc. Vous appelez la personne. Et ensuite, du coup, vous avez vos tarifs face à vous sur votre écran d'ordinateur. Une personne au téléphone qui n'est pas payée à la commission. Vous pouvez comparer ce qu'elle vous dit avec ce que vous avez en face des yeux. Elle va vous dire, là, j'ai une mutuelle à 120 euros par mois qui pourrait correspondre. Et puis là, vous pouvez lui dire, mais j'ai vu là, quand j'ai fait la simulation, il y en a une qui sort à 90. Et là, elle va vous dire, ah, mais celle qui sort à 90, elle est certes moins chère, mais honnêtement, d'après ce que vous me dites, ça va pas trop correspondre parce que si, ça. Donc vraiment, voilà, j'ai trouvé ce site vraiment bien. Retenez-le, mettez-le dans votre tête, dans votre poche, lorsque vous voulez. Et testez-le, c'est mutuelle. Moi, je l'ai testé pour les mutuelles. Mais voilà, ça marche pour assurance auto, assurance habitation, assurance de prêt, etc. Cette année-là, j'ai peut-être... donc je pourrais peut-être vous en parler, peut-être pas la prochaine fois, mais d'ici un mois, on pourra peut-être parler de l'assurance de prêt parce que j'ai peut-être essayé de la renégocier et donc de quitter l'assurance de prêt qu'on avait pris à la banque et de voir si on peut... voilà, on reparlera de ça. Donc voilà, je vous ai donné ce petit site-là. Je vous dis pas que c'est le meilleur du monde, mais je vous dis que c'est, à mon avis, bien meilleur que le Lynx et tous ces trucs-là. Voilà, hein. Et on embrasse les furets, bien évidemment. Jobard nous dit, nous, on est à la mutuelle du travail. Alors, si vous avez la mutuelle de votre employeur, sachez, hein, je vous l'ai déjà dit et je vous le redis, et je vous le dirai toujours, si vous êtes salarié, que vous êtes en CDI, que ce soit dans le privé ou que ce soit dans le public, vous avez la meilleure position du monde en France. Voilà, vous êtes les plus privilégiés et je vous félicite, oui et non, parce que c'est pas le mode de vie que moi j'ai choisi, mais sachez que quand on est salarié en CDI, que ce soit privé ou public, on a énormément d'avantages. Soyez-en conscients et soyez-en conscients dans le sens où, voilà, souvent c'est vrai qu'en France on se plaint plein de choses, etc. On se plaint beaucoup en France, mais vraiment, hein, dès lors que vous êtes en CDI, en privé ou public, sachez qu'effectivement vous avez plein d'avantages. Saisissez-les, n'hésitez pas à prendre tout ce que vous pouvez prendre, vraiment. Hein. Si on vous donne votre conseil votre comité d'entreprise vous donne ci, vous donne ça, prenez-le, allez-y, n'hésitez pas. Et la mutuelle, effectivement, bon, certains diront que la mutuelle obligatoire du travail, elle n'est pas très intéressante, mais vous payerez quand même moins cher votre mutuelle. De toute façon, maintenant, c'est obligatoire hein, d'avoir sa mutuelle via l'employeur. L'employeur prend en charge la moitié du temps, la moitié du prix. Des fois, oui, il y a des mutuelles d'entreprise qui ne sont pas terribles, surtout si on a beaucoup de besoins au niveau dentaire, au niveau optique, etc. Et il y en a des fois qui prennent double mutuelle, parce que du coup, la mutuelle obligatoire du travail, elle ne leur correspond pas du tout, ça va pas du tout à voilà, ça correspond pas à leurs besoins, donc ils vont prendre une autre mutuelle à côté.
Pourquoi pas? Chacun fait ce qu'il veut de son argent, etc. Hein. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Mais quand tu passes par la mutuelle de ton travail, c'est obligatoire, tu me diras de toute façon, tu payes beaucoup moins. Alors oui, des fois ça correspond pas. Voilà. Mais voilà, c'est ça. Jobard, elle dit, mon ancienne mutuelle, elle me remboursait mieux les lunettes. Celle-là ne me rembourse que 100 euros pour conduire ses moyens. Jobard, pour ceux qui ne la connaissent pas, les chauffeurs de bus. Et donc là, tu te plains, Jobard, que la mutuelle de ton travail ne te rembourse que 100 euros tes lunettes. Oui, mais j'ai envie de te dire, Jobard, en même temps, t'as pas besoin de prendre des lunettes à 600 ou 1000 euros. Je veux dire, des lunettes monture classique, voilà. Ce qui coûte cher dans les lunettes, à un moment donné, je m'étais renseigné, c'est la monture. C'est la monture. Alors le verre aussi, hein, Pluton vert, et etc., etc. Mais tu prends une monture classique, tu vas payer très peu. Mais voilà, les gens qui ont des lunettes, des fois, quand je parle avec eux, ils me disent les lunettes, ça coûte super cher. Mais c'est pas vrai. Mais je m'étais renseigné à une époque pour Bibou. Finalement, elle n'en a pas eu vraiment besoin. Les lunettes, ça coûte pas cher. Et puis, si tu prends des lunettes classiques, t'as ton verre correcteur, etc. Tac, tac, tac. L'ophtalmo, il adapte, il fait l'ordonnance. Tac, tac. L'opticien, il te fait le verre. Si tu pars sur des lunettes tranquilles, normales, quoi, ça te coûte pas 500 euros, 1000 euros, hein, tu vois. Et puis tu changes pas de lunettes tous les ans, effectivement, aussi, c'est vrai. Après, plus tu vieillis, plus ta vue change rapidement et tout ça. Donc bon, il faut réadapter les verres, changer les verres, tout ça. Mais je pense que là, sur ceux qui nous suivent, vous n'avez pas 75 ans, ou plus, ou moins, tu vois. Voilà. Voilà. Donc voilà, après, ça dépend de la correction, bien évidemment. Hein, mais il y a Logi qui dit on peut facilement en avoir pour 300 euros de verre. Ouais, mais on peut toujours, tu pourras toujours trouver des gens qui te disent moi, mes verres, ils coûtent 500 euros, 200 euros, 6000 euros, mais c'est pas la majorité, hein, c'est pas la majorité non plus. Et si tu veux, effectivement, des lunettes qui coûtent cher, eh ben, tu prends une mutuelle qui coûte cher. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Hein. Si tu veux un minimum de confort quand on les porte H24, ça coûte assez cher. Ouais, voilà, je sais pas. Voilà. Après, je suis pas trop d'accord avec ça. Mais je pense que des fois, pour les lunettes, il y en a qui pourraient prendre des trucs moins chers, mais qui aiment bien un peu avoir des trucs jolis, confortables, comme tu le dis, Aurélie, etc. Mais après, voilà, chacun fait ce qu'il veut, hein. Voilà, c'est vraiment chacun fait ce qu'il veut. Oula, qu'est-ce que j'ai fait moi? Ah non, c'est bon. Vous faites vraiment ce que vous voulez, hein. Voilà. Hein. Aurélie qui dit lunettes de base sans marque et des verres assez basiques, j'en ai eu pour 250 euros. Moi je peux te dire que Bibou, elle avait fait ses lunettes avec des verres qui avaient une correction qui était donc comme toi tu dis, des verres assez basiques, qui avaient une correction plus importante à droite qu'à gauche. Il y avait quand même, il y avait quand même un travail sur les verres, une monture très basique. On a payé ces lunettes, on n'avait pas de mutuelle à l'époque, donc on était dans le 100% optique ou je sais pas quoi, là, de la CMU, etc. Donc on avait accès à rien du tout. Et ils nous avaient dit, voilà, et donc les lunettes basiques, il fallait qu'on les paye parce que la sécurité sociale prenait en charge quasiment que dalle. Et elle les avait payées, on avait payé ces lunettes, je crois, 60 euros, 70 euros, je crois. Donc c'était lunettes qui coûtaient peut-être 100 euros à peu près. Voilà, et donc là, ces lunettes, maintenant, il faut qu'elles... Vous savez, elles sont déréglées, il faut qu'on aille les régler, les remettre à niveau, etc. Mais ces lunettes, elles sont... Voilà, elle les porte, il y a des journées où elle va les porter pas du tout. Mais voilà, pour dire que des trucs basiques, ça coûte pas extrêmement cher, quoi. Hein, vraiment, hein, voilà. Il y a Priscille qui dit « J'aimerais trop voir Bibou avec d'autres lunettes pour voir ce que ça donne. » Tu vois, Priscille, là, tu penses au style. Les lunettes, pour moi, c'est pas du style, tu vois. C'est pas du style, les lunettes. C'est juste si t'es bigleux, tu mets des lunettes, tu vois. Voilà. Voilà, c'est ça. Et Aurélie, on avait aussi des verres anti-reflets et des filtres bleus sur le prix que je te donne là. Parce que toi, là Aurélie a dit, moi, j'ai juste pris anti-reflets et verre moins épais. Voilà. Non, mais je te jure, Aurélie, on avait anti-reflets, filtre bleu, machin,
la correction et tout ça, je te jure, les lunettes, on est parti à Optique Discount, je sais pas quoi, et elles coûtaient 80 euros, je te jure. Alors après, c'est des montures assez fines, etc. C'est peut-être pas confort pour la vie de tous les jours si tu es secrétaire et que tu es tous les jours devant l'ordi ou que si tu es comptable et tout. Ou si voilà, je suis d'accord avec toi. Mais voilà, après, les lunettes qu'on a, nous, c'est les basiques. Je trouve pas qu'elles soient moches. Elles sont juste basiques, simples, tu vois. Voilà, c'est ça. Et après, peut-être vous trouvez les lunettes de Bibou moches, mais encore une fois, c'est des lunettes, voilà, avec verre correcteur, anti-reflet, tout ça, et ils ont payé, voilà, ils ont pas payé très très cher, quoi, honnêtement. Ok, nouvelle question. Donc, je vous redis ça, réassurez-moi, réassurez-moi.fr, c'est ça que je vous ai dit. C'est pour toutes les assurances, vraiment, allez-y, testez ce site-là. Nouvelle petite question. Babou, pardon. Babou. Est-ce que tu utilises des outils de gestion de budget mensuellement? Quels sont les outils que tu utilises pour faire tes comptes? Voilà, si je peux reformuler la question. Est-ce que tu connais YNAB? C'est You Need a Budget. Donc, You Need a Budget, c'est, je suis allé regarder, c'est un site internet qui t'aide à gérer ton budget. Donc, c'est You Need a Budget. Je pense que ça doit exister en français. Donc, je suis allé voir un petit peu ce que c'était, etc. Alors, déjà, pour répondre à la question, est-ce qu'on utilise des outils de gestion de budget mensuellement? Non. Est-ce qu'on fait nos comptes mensuellement? Non. Est-ce que je connais YNAB, You Need a Budget? Alors apparemment, You Need a Budget, c'est vraiment très très connu. C'est un outil de gestion de budget qui a pas mal la cote et qui n'est pas gratuit. Donc tu payes un petit truc, mais ça te permet de t'organiser, de faire le tri, etc. Donc vous pouvez aller voir, pourquoi pas, si vous avez besoin de ça. Il y a aussi des outils qui sont équivalents à You Need a Budget et qui sont gratuits. Donc ça, vous le trouvez aussi. Hein. Vous tapez You Need a Budget gratuit, You Need a Budget France, français, etc. Vous trouverez ça. Vous trouverez ça. Mais donc, pourquoi est-ce que nous, on n'utilise pas, enfin, moi surtout, parce que c'est moi qui m'occupe des comptes et des budgets, non pas que ça n'intéresse pas Bibou, hein. Bibou, avant de me connaître, elle faisait ses comptes, etc. Mais quand elle m'a rencontré, elle a vite compris que c'était quelque chose que j'aimais bien faire. Donc, salut Marie, salut à toi. Donc, elle m'a laissé soin de gérer ça et ça lui va très bien. Voilà. Chacun gère, dans notre couple, chacun a ses tâches, tu vois. On s'est quand même assez bien trouvé pour ça. Et du coup, voilà. Donc, on va parler de ça. On va parler de ça, des outils de gestion de budget. On va le faire. Alors, dans 8 secondes, il y a un nouveau truc là sur Twitch. Dans 5 secondes, il devrait y avoir une publicité qui se lance. 2, 1. Je ne sais pas si la publicité va se lancer. Je ne sais pas. Apparemment, il y a une pub qui devrait se lancer automatiquement. Ah. Publicité en cours. Ok. Alors, est-ce que vous m'entendez ou est-ce qu'il y a une publicité en cours? Ah, c'est peut-être que la publicité en cours sera pour le replay, du coup. Là, vous m'entendez, là? Ouais, vous m'entendez parler. Ok. D'accord. Ok, donc là... Ok, d'accord. Ah, ok. Ok. Alors, donc, vous avez eu la petite pub qui s'est lancée sur le direct, alors? C'est ça? Vous avez eu normalement 30 secondes de pub. 30 secondes de pub pendant le direct. Ça, c'est une nouveauté Twitch qui peut se lancer. Ok. D'accord. Et si vous êtes abonné, est-ce que vous aviez la pub ou pas? Ah, ça, c'est une bonne... ça c'est bien, ça. Merci de me le dire. Est-ce que les abonnés, donc ceux qui ont la petite étoile blanche sur fond violet, est-ce que vous avez eu de la pub, les abonnés? Non, pas de pub pour les abonnés. Ok, merci. Et pour les modérateurs non plus, effectivement. Je pense que les modérateurs n'ont pas de pub et les abonnés non plus. Ok, merci. Bah, c'est super, c'est parfait. Ok, donc voilà, c'est cool. C'est un outil de plus
de monétisation qui a été mis en place, qui peut être intéressant. La publicité nous donne de l'argent, évidemment, Jobar. Sinon, je ne mettrai pas de publicité sur le live. Je ne testerai pas la fonction, bien évidemment. Bien évidemment. Bah oui, la publicité nous donne de l'argent. C'est pas pour Twitch. Hein. C'est moitié-moitié hein, pour Twitch. Hein. C'est la moitié pour Twitch, la moitié pour nous. Effectivement. Ok. D'accord. D'accord. Oh, bah c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Alors, si vous n'avez pas eu de pub, c'est peut-être aussi parce que vous êtes sur votre ordinateur et que vous avez Adblock. Mais voilà. En tout cas, c'est cool. C'est cool. Bah, merci pour ça. Ça nous permet, c'est un nouvel outil de monétisation qui peut être utilisé. Donc, je regarderai ça. Et peut-être que des fois, on fera des petites coupures pub de 30 secondes comme ça. Ça peut être intéressant pour que nous, on reprenne notre respiration sur les formats libre antenne comme ça. Quand je vais chercher de l'eau, par exemple, ou quand un enfant pleure, par exemple, sur les lives du vendredi soir, ou autre, on peut mettre une petite pub et voilà. Je peux lancer une pub quand je veux, effectivement, voilà. Je peux lancer une pub quand je vais boire ou je vais me moucher, voilà. C'est ça, effectivement. Mais après, c'est vrai que du coup, pour ceux qui sont abonnés, vous n'avez pas de pub, vous. Donc, bon, il faut patienter, quoi. Faut patienter. Faut quand même que je pense à mettre un écran, du coup, quand il y a de la pub, il faut que je vous mette un petit écran comme ceci, voilà, effectivement, pour qu'on puisse vaquer à nos occupations avec Bibou et faire une petite pause. Voilà. Il y a Florence qui dit « J'ai eu la pub, ça m'a permis de voir que je n'étais plus abonné. » Eh ouais, Flo, vas-y, réabonne-toi, relance le petit abonnement, là, Flo. Abonnement Prime. Tous les mois, il faut refaire l'abonnement. Alors du coup, on était sur quoi? Ah oui, les outils de gestion. Donc voilà, vous pouvez chercher ça. J'ai vu qu'il y a Rita qui a parlé d'un outil de gestion de budget qui s'appelle iSaveMoney. C'est gratuit, mais il y a une option payante. De toute façon, il y a toujours des options payantes pour les applications. Hein. Les applications qui sont intéressantes et qui marchent, il y a toujours une version payante. Et c'est normal parce que le gratuit n'existe pas. Hein. Le gratuit n'existe pas. Le gratuit se rémunère par la publicité et par des fonctionnalités un peu moindres. Le payant, lui, te permet d'avoir plus de fonctionnalités, d'aller plus loin dans ton expérience et d'avoir moins de publicité ou pas de publicité. Voilà. Il y a aussi le modèle économique comme Wikipédia, où là, il n'y a pas de pub et où ça fonctionne sur le don des gens. Voilà. Pour Twitch, nous, c'est pareil. Voilà. Ceux qui ne sont pas abonnés à Twitch, vous avez une expérience Twitch qui va être agréable mais limitée. Notamment parce que vous n'avez pas accès au replay. Vous avez un chat aussi, sachez-le, hein, ceux qui sont abonnés Twitch, vous avez un chat, vous, qui est entre guillemets en temps réel. Ceux qui sont non abonnés, ils ont un chat un peu plus lent. Voilà. Vous avez des petits trucs comme ça que vous pouvez faire quand vous êtes abonné, plein de petites choses différentes. Vous vous en rendez peut-être pas compte, mais essayez un jour de vous désabonner. Hein, vous verrez que vous aurez des choses. Voilà, il y a des petites choses dont vous avez accès en tant qu'abonné sur Twitch qui rendent votre expérience différente. Voilà. Donc iSaveMoney, c'est gratuit apparemment. Donc il y a You Need a Budget, il y en a plein d'autres. Mais alors pourquoi est-ce que nous, on n'utilise pas ça? J'ai fait mes comptes pendant très longtemps, moi. J'ai été élevé comme ça. Ma mère me disait, il faut faire tes comptes. Donc, je gardais mes tickets de carte bleue, etc. Mes tickets de caisse, tous mes achats, je les gardais. Et puis, à la fin du mois, je prenais tous mes tickets de caisse. Et puis, hop, je rentrais tout comme ça, tac, tac, tac. J'avais un truc sur Excel. Et puis, je mettais, bon, alors, ce mois-ci, j'ai dépensé 352 € en alimentation. 29,50 € en salle de sport, 18 € en télécommunication. Alors j'avais plein de trucs comme ça, tu vois. J'ai arrêté de faire ça quand j'avais... Je commence à me tourner parce que je vais me moucher. Quand j'avais... Je pense que j'ai continué à faire mes comptes peut-être jusqu'à l'âge de 20 ans, peut-être, 20 ans.
Ouais, je pense. J'étais en BTS. Ouais, je faisais encore mes comptes en BTS avec mes tickets de carte et tout. Dites-le dans les chats si vous faites vos comptes, vous. Vraiment, avec les tickets de caisse ou vraiment à l'ancienne. Est-ce que vous compartimentez? Est-ce qu'à chaque fin de mois, vous pouvez dire j'ai dépensé tant en alimentation, tant en loisirs, tant en ci, tant en ça, tant en ça. Euh, Ça m'intéresserait de voir qui le fait. Donc vous dites je le fais ou je le fais pas dans le chat. Comme ça, je pourrais voir un peu du coup où je me situe moi par rapport à vous. Est-ce qu'on est dans la moyenne? Enfin voilà, vous avez compris. En plus, je me mouche, mais il n'y a rien qui sort. C'est juste que j'ai une espèce de goutte au nez là. C'est très dérangeant. Alors, Jobar. Je ne fais pas mes comptes car la banque l'affiche pour moi. Je ne fais pas mes comptes, je ne sais même pas comment faire, nous dit Coco. Il y a Clo qui dit je ne le fais pas. Il y a Logi qui dit ça sert à quoi de faire ses comptes pour voir dans quel secteur on dépense et comment c'est réparti. Point d'interrogation. Bla 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 bla. Il y a Chimili qui nous parle de banking, effectivement. Alors, effectivement, vous êtes très nombreux à dire moi je ne fais pas mes comptes parce que la banque le fait pour moi. Sauf que la banque faisait déjà les comptes même avant qu'il y ait les applications des banques, ou qu'il y ait banking par exemple, ou toutes ces choses-là. Avant même qu'on puisse accéder à ces comptes sur l'ordinateur ou sur le téléphone, on avait la même chose, sauf que c'était du papier, ça s'appelle un extrait de compte, je ne sais pas si vous avez connu ça. Maintenant, les extraits de compte, entre guillemets, ça ne se regarde même plus. C'est à chaque fin de mois, la banque va t'émettre un extrait de compte, va t'éditer un extrait de compte, tu l'as dans ton application, mais personne ne le regarde parce que maintenant, on regarde nos comptes un peu. Moi, je regarde mes comptes tous les jours. Une fois par jour, je regarde mes comptes. Voilà. Parce que j'aime bien savoir quand... voilà, j'aime bien tout savoir. Donc, je regarde mes comptes tous les jours. Ça me permet de gérer mes épargnes, de faire mes balances. Quand je vois que je vais arriver dans le rouge, hop, je prends un petit peu de mon livret A. Et quand je vois que j'ai beaucoup trop sur le compte chèque, je rebalance tout sur les comptes épargne. Je gère comme ça au quotidien. Sauf que de dire, je ne fais plus mes comptes parce que la banque le fait pour moi, vous êtes très nombreux à le dire, j'allais dire c'est bête, mais non, c'est pas bête, mais en fait, la banque, ce qu'elle fait pour toi, c'est qu'elle ne fait pas les comptes. La banque, elle te dit juste, tu as dépensé tant et tu as gagné tant. C'est pas ça, faire ses comptes. Faire ses comptes, c'est pas de se dire combien il me reste à la fin du mois. Non, faire ses comptes, c'est de se dire comment je dépense mon argent. Voilà, donc les gens qui font leurs comptes, on fait ses comptes pour, effectivement, comme tu l'as posé, Logi, faire ses comptes, ça sert à ça. Ça sert à savoir comment est-ce que tu dépenses ton argent. Comment est-ce que tes dépenses sont réparties. Est-ce que tu dépenses plus en loisirs, shopping, coiffeur, esthéticienne, qu'en alimentation, par exemple. Si c'est le cas, c'est dangereux, par exemple. Hein, le poste qui doit être le plus important, hors loyer et crédit immobilier, ça doit être l'alimentation. Là où normalement, selon moi, on doit dépenser le plus d'argent, c'est l'alimentation. Pourquoi ? Parce que si tu manges de la merde, tu meurs plus jeune. Si tu es mal coiffé, ou que tu es mal épilé ou mal rasé, ou que tu as une peau avec des boutons, en soi, ton espérance de vie n'est pas forcément impactée. Voilà. L'alimentation, ça devrait, pour tout le monde, être le poste de dépense le plus important. Bon, là, je fais un peu genre une leçon de morale, mais ça, je l'ai compris il n'y a pas longtemps. Hein. Je l'ai compris depuis qu'on a des enfants, en fait. Avant, l'alimentation, j'en avais rien à cirer. Je mangeais de la merde et j'étais très content d'acheter de la viande à 4,50 € le kilo. La viande de porc, là, 4,50 € le kilo, quand j'avais 20 ans, j'étais très content d'acheter ça. J'avais l'impression d'être le meilleur gestionnaire du monde. Bon, maintenant, l'alimentation, je pense qu'on a doublé nos dépenses en alimentation depuis qu'on a des enfants. Non pas parce qu'on a des enfants et qu'elles mangent beaucoup. Non, parce que ça mange rien des enfants. Hein. Ça coûte rien des enfants à cet âge-là. Quand elles seront ados, ça coûtera plus. Mais on a doublé dans le sens où on achète un peu plus bio et on arrête d'acheter de la merde surtout. Voilà. Donc, effectivement, là-dessus, j'ai gagné en maturité. Mais à quoi ça sert de faire ces comptes ? Ça sert à ça. Ça sert de voir, ça sert à comprendre pourquoi, en fait, les gens qui devraient faire leurs comptes, moi, je ne fais pas mes comptes. Pourquoi ? Parce que j'ai réussi à comprendre assez rapidement
quels étaient mes besoins essentiels, mes besoins primaires, et quels étaient les trucs farfelus, secondaires, qui pourraient m'apporter du plaisir, comme aller faire du karting, ou aller au cinéma, ou à faire du jet ski, ou faire de la plongée, ou aller à la fête foraine l'été, ou acheter voilà, je sais pas moi, des pommes d'amour à 5,50 € à la foire, ou voilà. C'est des choses qui peuvent t'apporter du plaisir sur le moment, mais qui ne sont pas pour moi essentielles. Donc, depuis que je suis jeune, j'ai compris ça. J'ai eu aucun travail à faire là-dessus. Donc, je suis privilégié dans le sens où j'ai pas eu besoin de m'éduquer. C'est quelque chose qui était dans mon éducation. J'ai tout de suite eu cette facilité à compartimenter et à dire ça, c'est essentiel à ma vie et ça, j'en ai rien à cirer. Voilà. OK? Donc, tous les trucs, j'en ai rien à cirer, font que, vu que je n'y vais pas, ici, j'ai beaucoup plus d'argent pour les trucs qui sont essentiels pour moi. Voilà. Et donc, ça fait qu'on a le train de vie qu'on a maintenant et que malgré nos petits salaires, on arrive à vivre confortablement, j'allais dire. Je juge pas qu'on vit mal. Je juge qu'on vit confortablement. Pas comme des riches, mais confortablement. On n'a pas de dépenses superflues, comme le dit Chimili. Et c'est pas une question de revenus. Hein. C'est pas une question de revenus. Et donc, mais il y a des gens qui n'ont pas eu cette éducation-là, qui ont grandi dans beaucoup de superficialité, beaucoup de superflu, beaucoup Ils ont eu des parents qui ne géraient pas l'argent, qui ne voyaient pas le mal à acheter toutes les bêtises qu'on peut voir, surtout l'été. On va acheter aux enfants plein de trucs inutiles, on va s'acheter des trucs inutiles, on va flasher sur un truc, on va l'acheter, on va pas réfléchir et on va le porter 3 fois dans l'année. Ouais, mais c'est une paire de chaussures que tu as quand même acheté 85 €. Enfin, voilà. Tous ces mécanismes-là, ils ne l'ont pas eu. Ils ne l'ont pas eu. Et donc, ils ont besoin d'apprendre à gérer leur budget. Et donc, les outils de gestion de budget sont là pour ça, pour apprendre à compartimenter. Donc, tu dis, là, j'ai dépensé 25 € sarenza.com, tu le mets dans la case shopping. Voilà. Faire ses comptes, c'est ça. Et comme ça, à la fin du mois, tu vas te rendre compte que dans ta case shopping, si ça se trouve, tu as 250 € qui a été dépensé dans cette case shopping-là. Ça, tu peux pas le faire si tu fais juste que de suivre tes comptes sur ton téléphone en regardant l'application de ta banque. Alors, hier, j'en étais à combien? 1300 €. Ok, aujourd'hui, 1150. Ah ouais, il y a 150 € de machin qui est sorti. Bon, voilà. Si tu fais ça, comme moi je fais plein de gens, tu ne peux pas prendre conscience de tes dépenses superflues et des dépenses... c'est quoi le bon mot là? Bref, utile? Non? Enfin, bref, voilà, je ne sais pas. Oula, pourquoi j'ai pas de batterie moi? Oh, t'es pas... il faut brancher la batterie! Voilà. C'est bon, je suis branché. Superflu et dépenses... voilà, bref, les vrais... vous avez compris. Donc voilà, tout ça pour vous dire... Salut Caro! Que... faire ses comptes, ça sert à ça. Ça sert à la fin du mois à prendre conscience qu'on a dépensé 350 € en alimentation, 150 € en shopping, 55 € en coiffeur, 70 € en Netflix, Disney+, téléphone, etc. Si tu n'es jamais dans le rouge, que tu n'as jamais de problème, en soi, tu n'as pas besoin de faire ça. Continue à vivre comme tu vis, tu t'en fiches. Je veux dire, si tu arrives à mettre de côté, à épargner de l'argent, si tu arrives à investir l'épargne que tu fais intelligemment, si tu peux te payer une paire de chaussures à 85 € et que tout se passe bien dans tes comptes, tu n'as pas besoin de faire tes comptes. Si tu peux partir, te payer une semaine au Maroc en tout inclus... je sais même plus combien ça coûte aller au Maroc. Je crois qu'il y a des semaines maintenant à 300, 400 €. Voilà. Si tu peux faire ça, tu n'as pas besoin de faire tes comptes. Par contre, si tu es dans le rouge, quelquefois ou trop souvent, ou si des fois tu te dis « Ah là, j'aimerais bien partir en vacances, mais je peux pas partir en vacances. » Il y a des gens qui disent
qui ne sont pas partis en vacances depuis 10 ans. Je ne sais pas si vous regardez koh, mais il y a notre copain Phil de koh qui est très charmant, très mignon. Phil, bon, par contre, il pleure un peu trop. Phil de koh, il l'a dit à l'émission dernière, là, bon, c'est un pleureur, hein. Il est hyper sensible. Mais il est attachant quand même. Mais, il a dit qu'il est marié à sa femme depuis des années et qu'ils ne sont toujours pas allés en voyage de noces. Voilà, il a dit ça en pleurant, effectivement, parce qu'il avait gagné une épreuve de confort, qu'il est parti en week-end, entre guillemets, ils sont en Polynésie, etc. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont ce profil-là, qui ne partent pas en voyage de noces parce qu'ils n'ont pas l'argent pour y aller, ou qui disent que voilà, ça fait 10 ans que je ne suis pas parti en vacances, 20 ans que je ne suis pas parti en vacances, 30 ans que je ne suis pas parti en vacances. Pour moi, ce n'est pas... J'aimerais vous réveiller en vous disant ça, ce n'est pas normal. Tu peux partir en vacances, ça va te coûter très peu d'argent, 200, 300 euros, tu peux aller 5 jours dans un pays en tout inclus. Voilà, après, bon, c'est une autre question, hein, c'est du tourisme de masse, du EasyJet, du Ryanair, etc. Mais si tu veux, tu peux partir pour 300 euros, 5 jours, quelque part, dans un hôtel, tout inclus. Ça ne coûte pas très cher de partir en vacances. Mais y a des gens qui ne partent pas en vacances parce qu'ils n'ont pas ces 300 euros-là, parce qu'ils sont toujours un peu justes à chaque fin de mois. Ils ne sont pas dans le rouge, mais ils sont un peu justes. Ben, ces gens-là, si vous avez ce profil-là, faites vos comptes. Faites vos comptes. Utilisez des outils de gestion de budget, cherchez celui qui vous correspondra le mieux. Faites vos comptes pour que vous puissiez partir en vacances, pour que vous puissiez offrir à vos enfants des vacances, pour que vous puissiez partir à la mer. Il y a des gens, ils habitent en région parisienne, ils ne sont jamais allés à la mer. Bon, là, encore une fois, certes, Paris, c'est pas proche de la mer, mais tu peux aller à la mer. Ce ne sera pas la meilleure des mers. Il faudra que tu ailles en Normandie, par exemple. Ou plutôt la mer qui va se situer vers la côte vendéenne, etc. Donc la Roche-sur-Yon, les Sables d'Olonne et tout ça. C'est pas quelque chose qui va te coûter extrêmement cher. Tu vois ? Si tu t'organises bien, tu pars en voiture. Si tu n'as pas de voiture, tu peux partir en bus avec les Flixbus, etc. C'est une organisation. Mais en soi, le budget total de ton week-end à la mer avec tes enfants ne te coûtera pas extrêmement cher. Alors oui, ça va être long si tu pars en bus, etc. Si tu pars en train, ça te reviendra moins cher, etc. Si tu pars en voiture, ça te coûtera plus cher, mais ça sera peut-être plus confortable, etc. Bon. Mais... encore une fois, voilà, si vous êtes dans cette situation-là et que vous n'arrivez pas à partir en vacances, gérez votre budget. Trouvez un moyen, une application qui va vous aider à compartimenter pour que vous preniez conscience qu'il y a des postes de dépenses chez vous qui sont trop élevés pour votre niveau de vie. Donc, soit vous les supprimez totalement, vous enlevez les Netflix, vous enlevez les téléphones, etc. Vous passez au forfait free à 2 euros, vous faites le ménage. Et vous pourrez, chaque mois, économiser 20 euros, 30 euros, 100 euros. Et ensuite, si vous arrivez à mettre 20 euros tous les mois, en un an, vous avez déjà mis de côté 240 euros. 240 euros, tu fais un week-end à la plage. Voilà, sans problème, tu vois. Je ne vous parle pas d'aller à Disneyland Paris, là. Attention, tu vois. Donc voilà. À quoi ça sert de faire ces comptes ? C'est ça, ok ? Tahiti Ju, je regarde le chat parce que je suis un peu en retard dans le chat, donc j'y vais tout de suite. Tu nous feras un live comment organiser ses vacances à faible coût. Bah écoute, je vais noter ça. Je note ça. Vous pouvez, sous les vlogs, vous pouvez me mettre vos questions de budget et d'argent et tout ça. Et du coup, là, je note ça tout de suite. N'hésitez pas, sur YouTube, vous mettez des commentaires sur Juju Baby ou même sur Juliana et Julien. Je vous l'ai déjà dit, vous allez sur une vieille vidéo si vous voulez que votre commentaire reste secret et qu'il parte dans les oubliettes et que vous n'avez pas envie qu'on sache que vous parlez d'argent sur Internet. Vous choisissez une vieille vidéo, vous mettez votre commentaire et moi je note ça. On voit tous les commentaires, vraiment on voit tous les commentaires. Alors, il y a Chimini qui dit mais même les applications des banques catégorisent maintenant les dépenses. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que maintenant, les applications des banques catégorisent tes dépenses. J'ai vu ça dernièrement avec la mise à jour de ma banque. Maintenant, quand je vais faire mes courses à Auchan ou à Super U, c'est automatiquement catégorisé dans alimentation. Par contre, il y a aussi plein de dépenses qui ne sont pas catégorisées, notamment les chèques, les achats que tu vas faire via PayPal,
Nous, par exemple, quand on achète des arbustes ou des graines, etc., la banque ne va pas le catégoriser. Ça n'existe pas une catégorie jardin. Voilà. Donc ensuite, c'est toi aussi, via ton fichier Excel ou via des applications de gestion de budget bien plus poussées que les banques. Les banques, c'est juste une catégorisation automatisée et assez générale qu'ils vont faire. Si tu veux aller plus loin dans ta gestion de budget et vraiment comprendre pourquoi tu dépenses autant ici, etc., c'est toi aussi de créer ta catégorie. Donc nous, on va avoir une catégorie jardin, par exemple. D'autres vont avoir une catégorie loisirs, mais tu peux même avoir des sous-catégories dans ton loisir. Voilà, tu peux si tu as beaucoup de dépenses de loisirs, parce que pour toi c'est essentiel, tu peux te créer des sous-catégories. Voilà. Loisirs extérieurs, loisirs intérieurs, entre guillemets, si par exemple tu es un gamer, etc. Ton loisir, ton gaming, voilà, tu peux te créer une catégorie propre. Gaming, jeux vidéo, computer, etc. Bref, tu peux manuellement, effectivement, voilà, toi-même créer tes catégories, créer tes sous-catégories, tout ça. Toutes les applications de banque ne le font pas forcément. Mais voilà, moi j'en utilise pas personnellement. Mais si vous avez besoin, que vous ressentez le besoin, que vous comprenez pas où va votre argent, parce qu'il y a plein de gens, moi j'entends ça, je n'entends pas ça tous les jours, mais j'entends ça, j'ai déjà entendu ça plein de fois. Les gens qui disent, à la télé ou autre, je ne sais pas où va l'argent. Non, tu dois savoir où va ton argent. C'est ton argent. C'est pas, y a personne qui vient. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en, faut avoir en tête. Il y a jamais personne qui vient et qui met la main dans ta poche pour te prendre de l'argent. Ça n'existe pas, hein, ça. Voilà. Alors, les gens vont dire, si, c'est les impôts, etc. Non, les impôts, ils te prennent de l'argent parce que c'est le modèle social de la France. Mais les impôts ne te prennent pas de l'argent. C'est ce qu'on appelle la répartition. Voilà. C'est on paye tous un petit peu pour qu'on ait tous un confort de vie. Voilà. Notamment via plein de choses. Voilà. Hein, les routes entretenues. Je ne vais pas vous faire la liste de tous les avantages qu'on a à vivre en France, mais il y a encore des gens en France qui disent qu'on paye trop d'impôts. Voilà, on paye des impôts. Il faut juste en être conscient, c'est tout. Voilà, tu payes des impôts, c'est comme ça. Si tu ne veux pas payer d'impôts, tu peux aller dans un pays où tu payes beaucoup moins d'impôts. Par contre, il faut aussi choisir de vivre dans ce pays-là. Voilà, hein. Donc, c'est-à-dire sans sécurité sociale. Voilà, j'ai les États-Unis qui me viennent en tête là, mais par exemple. Donc voilà, tu dois savoir où ton argent va. Catégorie du mois pour Tahiti, décoration de Noël. Ouais. Bah, tu vois, décoration de Noël, nous, cette année, je pense que les dépenses en décoration de Noël s'élèveront plus ou moins aux alentours de 12,50 €, quoi. Hein, je dis ça au hasard, mais on n'a aucune décoration de Noël à acheter. On va reprendre les mêmes. On en avait acheté pas mal il y a quelques années. On garde les mêmes. Voilà. Et après, il y a des gens, oui, qui réachètent de la déco aussi très souvent. Voilà. Vous pouvez avoir un budget de décoration. Mais il faut le savoir. Ça sert à ça de faire ses comptes. C'est de savoir où va ton argent et de comprendre, à un moment donné, de se réveiller, de se dire « Ah là, je dépense trop ». Tu vois ce que je veux dire ? Donc, n'hésitez pas. Si vraiment vous en avez besoin, allez-y. Ok, je fais un petit tour du chat quand même. Il y a Rita qui dit sur iSaveMoney, tu peux rajouter autant de catégories que tu veux. Voilà, donc encore une fois, retenez ça. Je ne sais pas ce que c'est, iSaveMoney, mais Rita utilise ça, donc c'est peut-être bien. Hein. N'hésitez pas, c'est gratuit d'après ce qu'elle nous a dit. Il y a Loulou qui dit pour les activités avec les enfants, on arrive ici à sortir tous les week-ends ou presque gratuitement. Effectivement, je suis d'accord avec toi aussi, Loulou. Tu peux faire plein de choses gratuites aussi. Hein. C'est vrai que souvent, on pense que les enfants, il faut... ce qui va coûter de l'argent, ça va être la voiture. Hein, le fait de prendre sa voiture quand tu es à la campagne, par exemple, pour aller dans un parc ou à la mer ou quoi. Mais effectivement, tu peux faire plein d'activités gratuites. Mais ça, il y a beaucoup de gens qui l'oublient. C'est vrai que ça, je l'avais déjà dit et tu as bien fait de le rappeler. Il y a Florence qui dit « J'ai l'impression que les gens, souvent dans le rouge, vont toujours trouver des excuses pour ne pas supprimer les dépenses, genre restaurant, etc., en considérant que tout est indispensable. » Je suis d'accord avec toi, Florence, et c'est effectivement Flo. Et c'est le combat de ma vie, j'ai envie de dire, mais voilà,
moi, quand je fais ces lives, c'est voilà, pour faire ce qu'on appelle une petite éducation financière et pour que, voilà, effectivement, je suis d'accord avec toi, il y a trop de gens qui considèrent important d'aller au restaurant, d'aller au cinéma. Mais pourquoi est-ce que ces gens-là considèrent ça comme important aussi? C'est parce que je suis désolé de le dire, mais les psychologues, le gouvernement, la société nous dit que c'est important. Va dire à un psychologue, est-ce que c'est important? Va poser la question à un psychologue en lui disant, est-ce que c'est important d'avoir des loisirs? Selon vous, est-ce que c'est important qu'une famille puisse aller au restaurant, au cinéma, à Disneyland Paris, etc. Le psychologue te dira que oui, c'est important. Alors que pour moi, c'est pas important du tout. Tu peux passer de très bons moments chez toi. Tu peux passer de très bons moments chez toi. Tu peux passer de très bons moments gratuits en allant dans un parc gratuit ou en allant à la mer, si tu es à la mer à côté, un lac, une rivière, je ne sais pas. Pourquoi est-ce que j'ai cet état d'esprit-là? Est-ce que c'est parce que je viens de La Réunion et que dans les îles, effectivement, on sort entre guillemets un peu plus, parce que déjà il n'y a pas l'hiver, hein, donc c'est vrai que l'hiver, bon, en hiver tout le monde est un peu plus renfermé. Mais voilà, moi j'ai toujours fait du vélo. Des fois, je me rappelle, quand j'étais ado, je prenais mon vélo et j'allais faire du vélo en pleine ville. Je faisais du vélo le dimanche, j'adorais faire le vélo le dimanche, il n'y avait pas de voiture, j'ai roulé sur les trottoirs, je roulais... Voilà, on allait à la rivière, on allait à la mer évidemment, parce qu'on avait la mer. On faisait des balades, on faisait des trucs comme ça qui... Voilà, et je me rappelle, une fois j'avais vu ça, c'était pendant le confinement, un psychologue qui disait ça, qui disait que... il parlait du revenu minimum et il disait que, voilà, que selon lui, les Français devraient pouvoir avoir à minima au moins un budget de 200 euros par mois pour les loisirs. J'ai dit, mais c'est énorme! C'est qui ce psychologue? Il est en train de nous dire qu'on devrait pouvoir dépenser pour être bien 2400 euros par an? Non mais attends, il est fou quoi? 200 euros par mois pour les loisirs? Et voilà, et selon lui, c'était pas pour entretenir le bien-être, etc. Mais le bien-être n'a pas forcément besoin d'être monétisé. Et je vous jure, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, mais c'est ça le problème, c'est qu'on dit aux gens que... On dit aux gens que pour être bien, il faut pouvoir sortir, aller au cinéma. Maintenant, il y a des places de cinéma qui coûtent 20 euros. T'imagines? Enfin bref. Voilà, des fois, c'est à un moment donné... il faut arrêter, quoi. Il y a Florence qui dit, mon frère, il est dans le rouge tous les mois et à chaque fois que je le vois, il s'achète une nouvelle console de jeu. Il commande des burgers sur Uber Eats, j'imagine. Ouais, non, mais après, c'est ça. Je suis d'accord avec toi, Flo. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Non, mais voilà, c'est une éducation qu'il faut faire et qu'il faut aussi, malheureusement, je vais me dire que je tape sur les psychologues, mais c'est vrai que quand les psychologues parlent de cette nécessité d'avoir un budget loisir, moi je ne suis pas d'accord. Ton budget loisir, il peut être à 0 euros, ça ne veut pas dire que tu n'as pas de loisir. Je suis désolé. Hein, jardiner, c'est un loisir. Faire du vélo, c'est un loisir. Voilà. Tu peux avoir comme loisir de regarder la télévision, hein, ou de regarder Touche pas à mon poste, ou de regarder Les Anges de la télé-réalité. Un loisir, c'est pas forcément non plus quelque chose d'extérieur. Alors, regarder Les Anges de la télé-réalité, c'est pas forcément le meilleur loisir du monde, hein. On est d'accord, mais être geek, c'est un loisir. Tu peux être geek et ne payer aucun jeu vidéo, hein. Si tu es un hacker professionnel, ça te coûte rien, hein. Non, mais voilà. Tout ça pour dire que tu peux avoir des loisirs sans que ça te coûte très cher. Ok? Il y a Aurélie qui dit « Je suis d'accord, mais il y a des choses payantes aussi, comme les théâtres, les concerts, la musique, qui sont importantes pour la culture de l'enfant. Mes parents n'ont jamais pu me l'offrir et j'ai vite ressenti un retard culturel à l'âge adulte. » Bah là encore, je suis pas d'accord avec toi, Aurélie, parce que, bon, le théâtre, tu peux y aller, entre guillemets, gratuitement quand t'es enfant, parce que toutes les écoles vont au théâtre. Jusqu'au CM2, tu as accès au théâtre et à la musique gratuitement, via les écoles. Toutes les écoles le font, hein, publiques, privées, etc. Alors, tu vas pas une fois par mois, mais tu vas au moins une fois dans l'année voir un spectacle quand tu es à l'école. On a tous été à l'école, voilà. On a tous été au moins une fois en classe de mère ou en classe de verte ou je ne sais pas quoi, pour un week-end ou pour une semaine, suivant les écoles, suivant les budgets. Mais voilà, les écoles, en grande majorité, le font. Vous allez me dire pas toutes, parce qu'il y a des exceptions à tout.
Ensuite, après, Aurélie, je suis d'accord avec toi, dès que tu arrives au collège, là, tu as accès à moins de choses, effectivement, parce que il y a... Voilà, le collège, c'est différent. Collège, lycée, effectivement. Mais la culture musicale, la culture artistique, tu peux aussi y accéder gratuitement. Hein. En France, quand tu as moins de 26 ans, tu ne payes pas les musées, notamment si tu es passionné de l'art, etc. Donc les parents, oui, il faut qu'ils payent leur entrée, effectivement. Hein. Mais en soi, une entrée à un musée, l'entrée d'un musée, ça coûte pas cher, vraiment. On est sur quelques euros. On est sur quelques euros. Donc là encore une fois, voilà. Voilà. Je sais que certains pourront me taper sur les doigts, mais il faut essayer de gérer son budget pour ne pas être dans cette situation de dire oh là là, j'aimerais, je ne peux pas emmener mon fils au théâtre. Non, un théâtre, c'est pareil. Ça coûte pas grand-chose, un théâtre. Même le cinéma, ça coûte pas grand-chose pour les enfants. Voilà. Alors oui, il y a des concerts qui coûtent cher. Si tu veux emmener ton enfant voir Black M, oui. Alors oui, là, la place de concert, elle peut être à 40, 50, 60 euros. Eh ben, tu l'emmènes pas voir Black M. Tu vas à un festival et tu payes beaucoup moins cher. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est ça. Il y a Camille qui dit: les musées de France sont gratuits tous les premiers samedis du mois pour tout le monde. Ah, merci Camille, je ne savais pas. Après, je suis pas du tout passionné d'art, donc je ne savais pas du tout. Mais merci beaucoup Camille pour l'information. Donc si vous voulez aller au musée, c'est tous les premiers dimanches du mois. Pas samedi, dimanche. Camille s'est trompée. Donc voilà quoi. Donc c'est vrai que voilà. On peut toujours, en fait, si on veut, on peut toujours trouver quelque chose. Là, c'est ça que je voulais vous dire. C'est ça que je voulais vous dire, les amis. Oula, attends, qu'est-ce qui s'est passé là? Voilà. Nouvelle petite. Ah, pourquoi je dis petite? Tac, tac, tac. Il y a Rita qui dit on est à un cinéma ici, c'est 4 euros l'entrée. Non, mais voilà, c'est ça, à Vitry. Ah oui, le cinéma de Vitry à 4 euros, j'y suis déjà passé devant parce que Bibou, elle avait vécu là-bas. Enfin, elle n'a pas vécu à Vitry, mais oui, il y a des cinémas comme ça de banlieue qui sont vraiment pas chers. Petite question assurance vie. Alors, biga boum. Une question. Ah oui, cette question, elle était assez intéressante. Ma mère a bientôt 70 ans. Alors écoutez bien la question, c'est une question très technique. Ma mère a bientôt 70 ans et j'ai entendu qu'à 70 ans, l'assurance vie n'était pas super intéressante niveau succession. Qu'est-ce que tu en penses? Alors déjà, effectivement, oui. Si ta mère n'a jamais ouvert d'assurance vie, c'est pas le meilleur moment pour en ouvrir une. C'est pour ça qu'on conseille très souvent d'ouvrir une assurance vie très jeune. Vous ouvrez une assurance vie à vos enfants. Voilà, c'est mieux de commencer très jeune. Pourquoi? Parce qu'à partir de 70 ans, avant 70 ans en fait, il y a ce qu'on appelle le fameux abattement. Alors abattement, c'est un mot très barbare, mais qui est... comment est-ce qu'on pourrait l'expliquer? J'ai pas réfléchi à mon explication vulgaire là, mon explication vulgarisée, pardon, du mot abattement. Bon, en gros, avant 70 ans, tu as un abattement de 152 000 euros par enfant, sans droit de succession à payer. Donc, le mot abattement veut dire que, en gros, sur les 152 000 euros, et voilà, jusqu'à 152 000 euros, voilà, pardon, tu as un abattement qui va se mettre en place. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, 152 000 euros sont protégés, entre guillemets, des droits de succession. Les droits de succession en France, c'est quelque chose d'assez important, hein, sachez-le. C'est pour ça que moi, je vous avais déjà conseillé ça. De ne pas attendre d'être trop vieux pour léguer des choses à vos enfants. Faites-le de votre vivant déjà, et faites-le même avant d'être un peu trop âgé. D'accord? Parce que après 70 ans, cet abattement-là, qui était donc de 152 000 euros, avant 70 ans, après 70 ans, il passe à 30 000 euros. D'accord? Donc c'est-à-dire que si tu as une assurance vie qui est
qui a été confortablement bien alimenté pendant toute ta vie, tu vas te retrouver à 75 ans avec un petit pécule de, je ne sais pas moi, de 90 000 euros, allez, allons-y. Et que tu te dis, bon, bah tiens, ces 90 000 euros, j'aimerais bien les donner à mes 3 enfants, donc 30 000 euros chacun. Non, mon exemple n'est pas bon. J'ai un seul enfant, donc j'aimerais donner ces 90 000 euros à mon seul et unique enfant. Donc si tu le donnes à 69 ans, si tu lui fais donc le virement de 90 000 euros de ton assurance vie à la sienne, ces 90 000 euros seront totalement exemptés de droits de succession. Donc ton enfant aura 90 000 euros directement. Brim, bam, boum, tac. Par contre, si tu le fais à 71 ans, là, c'est uniquement 30 000 euros qui vont être exonérés de droits de succession. Donc ton enfant va avoir 30 000 euros et ensuite les 60 000 euros restants vont être soumis aux droits de succession. Donc après, bon là c'est un peu plus technique, mais en gros, tu perds de l'argent, ton enfant perd de l'argent. C'est un mauvais calcul. Donc l'idée toujours, c'est même hors assurance vie, hein, je vous l'ai déjà dit mais je vous le redis, n'attendez pas d'être trop âgé pour donner à vos enfants. De toute façon, je vous avais donné cet exemple il y a très longtemps, mais je vais vous le redonner. C'est pas à l'âge de 90 ans qu'il faut se réveiller en disant tiens, j'aimerais bien donner un peu d'argent à mon enfant là, il en a peut-être besoin. Non, parce que ton enfant, il a 60 ans, donc il n'a plus vraiment besoin de ton argent. Là où nos enfants ont besoin d'argent, c'est quand ils ont 20, 30 ans. 40 ans, bon, peut-être pas. Normalement, à 40 ans, on n'a plus besoin d'argent, on a fait sa vie, on a suffisamment épargné et on a déjà commencé à investir, etc. Et normalement, on n'a plus besoin de ses parents. Mais à 20 ans, même à 30 ans, on peut avoir besoin d'un petit peu de monnaie qui rentre. Voilà. Donc, si vous avez un petit peu d'argent de côté, privilégiez ces moments-là pour donner à vos enfants. Voilà. Petite somme ou une grosse somme. Pourquoi ? Parce que plus vous allez vieillir, plus vous pourrez malheureusement rentrer dans le fameux âge où les droits de succession s'appliqueront. Ok ? Donc voilà, ça c'est vraiment mon conseil, retenez-le. C'est pas à 80 ans qu'il faut se réveiller parce que vos enfants, quand ils ont 50 ans ou 60 ans, ils n'ont plus besoin de l'argent de papa et maman. Par contre, si vous pouvez les aider à 20 ans pour payer le permis ou pour avoir un petit apport pour la maison, hein, des fois, on s'en rend pas compte, mais même de donner 3 000, 4 000 euros à son enfant, quand il est en train de faire sa petite recherche de prêt immobilier, hein, si votre enfant, il a lui aussi 3 000, 4 000 euros, et ben, si au lieu d'arriver avec 3 000 euros d'apport à la banque, il arrive avec 6 000, voire avec 10 000, voire avec 12 000, et ben là, ça change la vie. Ça change la vie. Bah oui. C'est pas quand il a 60 ans qu'il aura besoin de vos 3 000, 4 000 euros ou plus. Tu vois ce que je veux dire ? Donc voilà, c'était mon petit conseil du jour. Apprendre ou à laisser, comme disait Arthur. Enfin, maintenant, c'est Cyril Hanouna. Apprendre ou à laisser, vous faites comme vous voulez. Mais je pense que c'est un bon conseil. Hein, retenez-le. J'ai l'impression qu'il y a... Alors, j'ai mal fait les réglages, je suis désolé. Il y a une nouvelle pub qui va se lancer dans 3 secondes. C'est pas plus mal. Parce que, de toute façon... qu'est-ce que j'allais dire ? J'ai fini la question, on va en passer à une autre. Mais je ferai des nouveaux réglages pour faire que... Parce que là, je crois que j'ai... Le réglage par défaut, c'est une pub toutes les 30 minutes. Je pense que je vais modifier ce réglage-là et je vais l'augmenter en mettant une pub toutes les heures. Et il faut que je voie. Je crois que je peux moi-même aussi les annuler et je crois que je pourrais moi-même les annuler et les lancer quand je veux. Mais là, il y a une pub qui devrait se lancer dans une petite minute. Ok, d'accord. Donc, d'après ce que je vois. Ok, donc vous êtes d'accord avec moi ? Aurélie est d'accord avec moi ? Ok, super. Il y a Tahitiju qui dit « Le gars de chez Guépard que j'ai eu au téléphone m'a dit que ça ne servait à rien de l'ouvrir au nom de mon fils, qu'il fallait que j'ouvre l'assurance vie à mon nom et mettre mon fils en tant que bénéficiaire. » Oui, effectivement, Jus. Mais tu peux faire les deux. Honnêtement, tu peux faire les deux. Ça mange pas de pain d'ouvrir une assurance vie au nom de tes enfants, dans le sens où c'est gratuit. Enfin, c'est gratuit. Si, c'est gratuit pour la plupart des endroits. Il y en a des... et oui, après, effectivement, en soi, ton fils n'a pas vraiment besoin d'avoir une assurance vie en son nom, mais
c'est toujours bien quand même d'en avoir une, parce que au moins comme ça, l'assurance vie, elle est là. T'as pris date, etc. Honnêtement, voilà, t'es pas obligé de le faire, mais honnêtement, ça mange pas de pain de le faire. Ok. Euh, Ok. Et vous avez une pub ou pas alors? Je sais pas là. Dites-le moi. Parce que là, ils me disent prochaine pub dans 1 heure. Ok, donc voilà, c'est ça. J'ai modifié le réglage. D'accord. Ok. Mais je peux aussi lancer une pub apparemment moi-même. Donc ça, je testerai. Bon, les abonnés, vous n'avez pas de pub, ça c'est sûr. Hein. Ok, ouais, bon, donc la pub ne s'est pas lancée. D'accord, ok. Ouais, c'est pour ça. D'accord. C'est bon, j'ai modifié, j'ai fait les bons réglages. Merci à tous pour les petites intermèdes. Ok. Nouvelle petite question sur le... Ah, il y aura une autre question assurance vie qui est très intéressante. Je vais la faire tout de suite, parce que là, c'est dans la continuité. Il y a Ella qui avait posé cette question-là. J'ai une assurance vie par enfant. Donc, elle a plusieurs enfants, j'imagine. Où je verse des sous tous les mois. Tac, 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 tac. Cette assurance vie est dans ma banque. Comment envisager un transfert? J'imagine que ça réinitialise l'antériorité des fameux 8 ans. Point d'interrogation. Est-ce vraiment intéressant de changer avant les 8 ans ou autant les attendre? Point d'interrogation. J'ai beau appeler à droite à gauche, j'ai l'impression que chaque organisme me donne le son de cloche qui l'arrange lui. Alors, effectivement, et là, chaque organisme va te donner le son de cloche qui l'arrange. Je suis totalement d'accord avec toi. Hein, dans le domaine de la finance, de l'argent, de l'épargne, c'est quelque chose, effectivement, qui... voilà. Chacun va, effectivement, prêcher pour sa paroisse. Ok. Donc, déjà, il faut se poser la question suivante. Pourquoi est-ce qu'il faudrait changer d'assurance vie? Alors, attendez, je ne vois plus le chat. Je me remets là, voilà. Alors, tac, hop. Alors, Lucie, très rapidement, elle dit, quand tu mets de l'argent sur une assurance vie, est-ce que tu as des frais de versement? Ça dépend, Lucie, de ton assurance vie. Encore une fois, si c'est ta banque, oui, tu peux avoir des frais, parce que ce n'est pas les meilleurs. Et je vous redonne le conseil, c'est d'aller sur des assurances vie dites associatives. Donc vous avez Guépard, vous avez Affaires, vous en avez d'autres. Vous cherchez ça sur Internet. Je ne vais pas vous dire laquelle est la meilleure et je ne vais pas vous dire non plus laquelle j'ai. Mais les assurances vie, les bonnes assurances vie ne prennent pas d'argent sur les frais de versement. Non. Eux, ils vont se rémunérer, via tout simplement les investissements qu'ils vont faire grâce à ton argent. Ton argent, tu vas le donner. Et ils vont l'investir, eux, sur des fonds de placement, en bourse ou autre, et ils vont se rémunérer, eux, grâce à ça. Et ils vont te rétribuer ensuite un rendement à toi, en tant qu'épargnant, en tant qu'adhérent, épargnant, ils vont te rétribuer une partie de du rendement qu'ils ont pu faire grâce à l'argent que tu lui as donné. C'est comme ça que ça marche, hein. Dans le monde général, la banque, c'est pareil. Hein. Quand vous donnez de l'argent à votre banque, quand vous mettez de l'argent à votre banque, je vous l'ai déjà dit, vous confiez votre argent à votre banque. Hein. Votre banque, ensuite, elle fait plus ou moins ce qu'elle veut avec. Même si maintenant, il y a de plus en plus de banques qui communiquent et qui sont très transparentes et qui disent, nous, on investit uniquement dans ce secteur, ce secteur, ce secteur. Non. Alors, la banque utilise votre argent pour l'investisse pour aussi avoir de la rentabilité. Hein, voilà. Ok. Donc, voilà, moi je vous conseille les assurances vie de type associative. Voilà, après, vous recherchez, faites vos petites recherches, etc. Et donc, pour revenir sur cette fameuse antériorité des 8 ans, c'est vrai que tout le monde connaît ça. Tout le monde sait que, tout le monde l'a entendu parler du fait qu'une assurance vie, ça serait bloqué pendant 8 ans. Et c'est pour ça que les gens n'y vont pas. Ils se disent « Oh, mais moi, j'ai pas envie que mon argent soit bloqué pendant 8 ans. » Ton argent n'est pas du tout bloqué pendant 8 ans. C'est juste que fiscalement, il y a de l'intérêt à partir de 8 ans. Sous-entendu, tu vas être taxé. Oh, j'ai une coccinelle sur mon micro. Tu vas être taxé si tu décides de retirer de l'argent de ton assurance vie, si tu décides de récupérer de l'argent partiellement ou totalement. Si c'est totalement, c'est-à-dire que tu fermes ton assurance vie,
tu vas être fiscalement impacté. Mais sauf que tu vas être fiscalement impacté, taxé uniquement sur la plus-value que tu vas faire. Sauf que comme vous et moi, ceux qui sont là, ceux qui nous regardent, voilà, je ne pense pas que parmi vous, il y ait des gens qui aient le salaire de Cyril Hanouna, par exemple, ou le niveau de vie de Donald Trump ou de Arthur, je pensais, parce que je les ai cités juste avant. On a tous un niveau de vie plus ou moins lambda. Voilà, voilà, ça va se situer là parmi vous, il y en a peut-être qui sont à RSA, et puis peut-être qu'il y en a qui vont avoir des salaires de cadre, voilà, peut-être aux alentours des 3 000, 4 000 euros. Mais je doute que parmi vous, il y en ait qui aient des salaires de chef d'entreprise ou de présentateurs télé. Parce que vous n'avez rien à faire sur ces lives-là, si c'est le cas. Donc voilà, on est tous plus ou moins dans cette petite moyenne-là. C'est une grosse moyenne, on est entre 400 et 4 000 euros, donc c'est une grosse moyenne. Mais voilà. Donc, même l'argent qu'on va placer sur l'assurance vie, tu n'es taxé uniquement, si tu les retires avant tes 8 ans, uniquement sur les plus-values que tu vas faire. Et la taxation est très faible. Est très très faible. Donc même si tu vas du coup être taxé sur cette plus-value-là, tu auras quand même une plus-value restante qui va rester. Voilà. Le fait de retirer totalement ton argent de ton assurance vie au bout de 4 ans, tu ne vas pas perdre d'argent. Non, tu ne vas pas en perdre. Ou alors si tu en perds, ça sera très peu. Ça sera assez anecdotique. Sauf si, évidemment, tu as placé sur ton assurance vie des sommes plus importantes, des 100 000 euros, 500 000 euros, voire plus. Il y a des gens qui ont des très gros patrimoines. Ok ? Donc, c'est pour ça que voilà, on a en tête cette espèce d'idée de se dire pendant 8 ans, l'argent est bloqué. Non, pas du tout. Ce n'a pas du tout. Il y a Lorolai qui dit je sais que ce n'est pas bloqué, mais vu les intérêts que ça a généré depuis, j'ai un peu peur de la taxe. Celle de ma grande est ouverte depuis 7 ans. Vas-y, dis-moi, vas-y. Dis-moi les intérêts que ça a généré. Tu peux le dire, vas-y. N'hésite pas à dire. En 7 ans, dis-nous combien tu as eu d'intérêt sur ton assurance vie et je vais vite fait te calculer. Je crois que c'est... j'ai plus le pourcentage, j'aurais dû te... Voilà, ok, c'est bon, c'est ça. Alors, vas-y, n'hésite pas à me dire. Voilà, c'est ça, c'est bien ce que je pensais, c'est la fameuse flat tax des 30%. Donc, si tu es... donc, en soi, tu n'as même pas besoin de me dire, Voilà, ma grande a généré à peu près 2 000 euros. Donc, voilà, tu as généré 2 000 euros d'intérêt en 7 ans. Donc, si tu es imposable sur la première tranche, enfin, si tu es non imposable, tu devras donc effectivement, si là, tu fermes ton assurance vie, tu devras payer sur ces 2 000 euros 17,2%. Donc, elle est où ma calculatrice ici ? Oh, elle est où ma calculatrice d'ordinateur ? C'est pas possible, je l'ai enlevée. Donc, non, je vais le faire de tête, plus ou moins. Donc, 2 000 euros, ça fait donc du 200, 210, 10. Donc, tu devras payer 300 euros, voilà. Si tu es imposable, tu vas être donc taxé à hauteur de 30%. C'est ce qu'on appelle la flat tax. Donc, c'est 17,2% de prélèvements sociaux. Ça, c'est tout le monde, voilà. Et plus 12,8% d'impôts. Et donc là, c'est 30%. Donc, sur 2000, ça nous fait du 20, 40, 60. Donc, là, tu devras payer 600 euros. Donc, effectivement, tu peux te dire, bon, là, si tu fermes ton assurance vie maintenant, effectivement, tu vas perdre 600 euros. Là, c'est sûr. Tu vas les perdre. Si tu es imposable, tu seras à hauteur de 30%. Tu vas perdre 600 euros, c'est sûr. Donc, tu n'auras plus 2 000 euros d'intérêt, tu auras juste 1 200. Donc, effectivement, 1 400, pardon. Donc, effectivement, ça serait peut-être plus intéressant que tu gardes ça. D'autant que 600 euros, c'est ton salaire. Donc, garde cette assurance vie encore pendant 1 an. Tu la gardes. Et au bout de 8 ans, si tu as envie de changer d'assurance vie, tu pourras le faire. Et là, tu ne seras plus taxé. Donc, tes 2 000 euros seront effectivement là pour toi. OK ? Donc, donc ensuite, pour ceux qui se posent la question de savoir pourquoi est-ce qu'il faudrait changer d'assurance vie. Il faudrait changer d'assurance vie si vous considérez que votre assurance vie n'est pas assez rémunérateur. Voilà. Si à la fin de l'année, votre assureur vous dit, ben voilà, là, vous avez gagné 1%, 1,2%, pourquoi pas changer ? Voilà. Pourquoi pas changer et partir sur des contrats plus rémunérateurs ? Si vous voyez que votre gestionnaire d'assurance vie, votre banque ou autre, facture beaucoup trop de frais. Donc, il peut y avoir des frais sur versement, il peut y avoir des frais de tenue de compte,
Il peut y avoir des frais d'arbitrage, mais bon, ça c'est si vous faites des arbitrages, c'est-à-dire si vous faites des mouvements, si vous passez d'un fonds à l'autre, vous changez d'unité de compte, etc. Mais ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Voilà, vous pouvez changer d'assurance vie si vous jugez qu'il y a trop de frais, qu'il n'est pas assez rentable, ou aussi si vous ne vous entendez pas forcément avec votre conseiller. Donc voilà, ça, c'est les raisons qui peuvent vous amener à changer. Et encore une fois, je vous rappelle, allez plutôt sur des assurances vie type associative. Vraiment, n'hésitez pas. Donc j'espère que j'ai été clair pour cette fameuse barre des 8 ans et de la taxation sur les intérêts. C'est vraiment la taxation sur les intérêts. Hein. C'est-à-dire que si vous avez mis 20 000 euros sur votre assurance vie et qu'au bout de 7 ans, ces 20 000 euros vous auront apporté 1,50 € parce que vous êtes très mauvais, que vous avez choisi une très mauvaise assurance vie et que votre gestionnaire est très mauvais. Donc, même si vous la fermez au bout de 7 ans, vous ne perdrez pas 600 euros, voilà, comme par exemple dans l'exemple précédent. Non, vous perdrez rien du tout parce que vous avez eu juste 1,50 € d'intérêt, donc vous serez taxé à hauteur de 30% sur ces 1,50 €, c'est-à-dire rien du tout. Ok? Ça marche? Et si vous n'êtes pas imposable, c'est 17,2%, comme je l'ai dit. Voilà. Dès lors qu'on est imposable, on passe à la flat tax qui est de 30%. Et si on est non imposable, on est taxé à hauteur de 17,2%, ce qu'on appelle les prélèvements sociaux. Ok les amis? Ok, j'espère que j'ai été clair, parce que c'est vrai que dès que ça touche à l'assurance vie, c'est toujours un peu technique. Je ne sais pas si je m'exprime avec les bons mots, si vous avez réussi à tout capter. Là, c'est la question des 8 ans, c'est une question assez classique, donc j'espère que j'ai été clair là-dessus, parce que c'est vrai que la question des 8 ans fait souvent parler. C'est pas la première fois que je vois cette question-là, donc voilà. Si j'ai pas été clair, bah écoutez, voilà, c'est ça. Vous me redirez ça, vous me reposerez vos questions, etc., etc. Et donc après 8 ans, l'assurance vie est beaucoup moins taxée. C'est pour ça que on considère l'assurance vie comme un placement à très long terme. Voilà. Et pour ce qui est des transferts d'assurance vie, ça n'existe pas. Hein. On ne peut pas transférer une assurance vie. Tu fermes ton contrat et tu en ouvres un nouveau dans une nouvelle banque, une nouvelle assurance. Voilà. Ok, ça marche. Et surtout, vous n'allez pas ouvrir votre assurance vie chez votre banquier. Ok. Autre petite question. Est-ce que tu pourrais nous rappeler les sites de financement participatif que tu trouves intéressants? Alors, le financement participatif, il y en a plein. Plein. Et moi, j'ai un onglet dans mes favoris, tout simplement, où j'ai pas mal de petits sites comme ça que j'ai ouverts. Je reste 5 minutes encore avec vous, Rita. Hein, je vais m'arrêter à 11h30. Peut-être 11h35. Peut-être 11h35. Parce que là, j'ai pas de la mission de faire le repas. Elle m'a pas parlé de faire le repas, donc c'est bon. On avait déjà parlé de financement participatif, mais c'était il y a très longtemps. Est-ce que vous vous rappelez des sites que je vous avais conseillés? Est-ce que déjà vous vous rappelez ce que c'est que le financement participatif, hein? Il y en a qui, peut-être, qui ne savent pas ce que c'est. Hein. Je fais un petit cours là. Je vais vous ouvrir les sites que j'ai trouvés les plus intéressants. Voilà. Et vous aussi, vous pourrez bien évidemment citer les vôtres. Je vais ouvrir, tac. Voilà. Ah, ça, vous avez du retard sur le chat, là, du coup, je suis obligé tout le temps d'attendre 30 secondes. Alors, est-ce que vous vous rappelez ce que c'est? Donc déjà, je vous avais expliqué, que le financement participatif, c'est ce qu'on peut retrouver, par exemple, sur YouTube, hein, ça se fait, hein, les YouTubeurs, les streamers, les créateurs de contenu, quand ils proposent à leur communauté de les aider via le crowdfunding, via le financement participatif. Ça peut être pour... voilà, ils vont avoir besoin de leur communauté pour lancer leur marque de vêtements ou leur jeu vidéo. Ou, on fait appel à des gens extérieurs qui vont venir financer un projet que tu vas avoir. Ok. Mais nous, là, on va se placer en tant qu'épargnant, en tant qu'investisseur. On aimerait se dire, vers quel site je pourrais aller pour déjà aider des gens, mais aussi que ça soit rentable. Hein, parce que là, le mardi matin, on parle argent, on parle finance, on ne parle pas de bénévolat, ni de dons aux associations, etc. Là, l'idée, c'est vraiment de voir comment est-ce que notre argent peut, nos investissements peuvent être le plus rentables possible.
plus ou moins risqué selon les profils qu'on peut avoir. Et le financement participatif, ça peut être intéressant pour les gens qui ont cette petite âme quand même sociale aussi, qui veulent aider des projets, mais tout en quand même en se disant, voilà, l'aide que j'apporte, l'argent que je vais donner à cet entrepreneur ou à cet agriculteur, par exemple, parce qu'il y a des sites spéciaux pour les agriculteurs, j'aimerais quand même que ça me rapporte quelque chose. Donc ça peut te rapporter ça peut te rapporter de l'argent, un rendement réel. Ça peut aussi, des fois, uniquement être une rémunération, j'allais dire. Un prêt contre don. Voilà, c'est ça. Donc, tu peux te décider d'investir dans une entreprise qui va créer une nouvelle marque de bière. Et tous les mois, tu vas recevoir de la bière, entre guillemets, gratuitement. Ça se fait aussi pour le miel. Ça se fait pas mal comme ça. Donc, moi, j'ai des petites plateformes sur lesquelles je n'ai pas forcément déjà investi, hein, je vous le dis. C'est juste que c'est des plateformes que je trouve très intéressantes. Très intéressantes parce c'est des projets qui vont être verts, qui vont être plus petits, etc. Donc, il y a Mimosa, je vais vous la reciter. Elle, c'est vraiment plus ciblé sur le terroir, sur l'agriculture, voilà, la restauration, le patrimoine, le tourisme, etc. Donc, tu peux avoir sur Mimosa les prix rémunérés ou les dons avec contrepartie. Voilà, c'est ça exactement le terme. Mimosa, c'est avec 2 i, hein. M-I-I-M-O-S-A. Vous avez une autre plateforme qui s'appelle We Do Good. Donc, comme son nom l'indique, nous faisons du bien. Voilà. Donc là, c'est pareil. Tu vas aider des entrepreneurs à lancer leur projet. Donc, et tu peux investir à partir de 100 € sur ces plateformes-là. Hein. C'est vraiment des petits investissements. Et tu peux avoir des rentabilités assez importantes. Ensuite, tu as des plateformes, entre guillemets, sur des projets un peu plus gros. Hein, pas mal plus gros même. Là, cette plateforme s'appelle les entreprêteurs. Donc, les entreprêteurs, voilà, c'est tu vas financer des projets voilà, où les personnes vont rechercher des sommes. Voilà, c'est des 30 000, 40 000, 100 000, 300 000 euros. Donc, ils vont chercher des grosses sommes. Ils vont chercher à se financer pas mal. Donc, toi, évidemment, tu vas investir 100 ou 1000 euros ou 500 euros. Mais voilà. Mais du coup, il y aura quand même une rémunération intéressante. Hein. Ça peut être des 7%, des 8% des fois. Donc, toi, en tant qu'investisseur, si tu investis 1000 euros, voilà, un rendement de 7%, c'est quand même pas mal. Donc, voilà, c'est les 3 que j'ai, moi, dans mes favoris, mais il y en a plein d'autres. Il y en a vraiment pas mal d'autres. Si le financement participatif immobilier vous intéresse, il y a des plateformes comme Anaxago qui est très intéressante. Et pour le financement participatif qui est plus énergie verte, énergie durable, vous avez Landopolis, si je ne dis pas de bêtises, oui c'est ça, Landopolis comme son nom l'indique, et il y en avait une autre mais j'ai oublié le nom. Voilà, et ça peut être très intéressant pour diversifier vos investissements à partir de 100 €, je vous le répète. Et quand on investit, si on veut que notre argent nous rapporte pas mal de petits bébés, il ne faut pas uniquement rester sur son livret A, il faut aller un peu partout. Il faut diversifier ses investissements. Ça va permettre j'ai plus le mot là qui vient, de lisser ses pertes, j'ai plus le mot. J'ai plus le mot qui me vient là. Diversifier, voilà, vous diversifiez vos investissements, c'est vraiment la chose essentielle à savoir. Je vous conseille de le faire. Donc, financement participatif, moi, je trouve ça super cool, vraiment super cool. Et puis, des fois, tu tombes sur des projets très marrants. Voilà. Des projets verts, des projets écolos, vegan, etc. Voilà. Et tu peux aider les gens. Enfin, Et puis, en plus, c'est rentable aussi derrière après. Donc, voilà. Je voulais revenir vite fait, vous donner très rapidement le contact. Je m'étais noté ça. Contact du médiateur de la CAF. Hein, très rapidement, vraiment en 30 secondes, parce qu'on avait parlé de ça la dernière fois, et je ne sais plus c'était qui me disait que la CAF, c'était des escrocs et tout ça. Si vous avez un problème avec la CAF ou avec quelconque administration, vraiment, vous allez sur Internet et vous mettez contact médiateur CAF. Qu'est-ce que c'est? Ou contact médiateur assurance maladie, contact médiateur Pôle emploi. Un médiateur, qu'est-ce que c'est? Un médiateur, c'est si vous avez des soucis dans votre
dans vos dossiers administratifs, que ce soit donc CAF, maladie, Pôle emploi, c'est vraiment les 3 grosses administrations françaises qui nous reversent de l'argent ou qui nous remboursent, etc. Si vos démarches n'ont pas abouti avec vos conseillers CAF, que ce soit par mail, par téléphone, par le courrier ou en face à face, vous allez voir le médiateur. Donc ici, la CAF, un médiateur, mais c'est quoi son rôle? C'est quelqu'un de neutre et d'impartial. C'est pas quelqu'un qui va être à la solde au solde de la CAF ou au solde de l'assurance maladie, etc. C'est vraiment l'idée, c'est de faire un recours amiable. Vous pouvez accéder aussi au médiateur familial quand vous avez des soucis dans votre famille, etc. Voilà, ça, peut-être que d'autres le connaissent un peu mieux, mais les médiateurs CAF sont tenus par le secret professionnel et sont là pour vous aider. Donc, si vous pensez que la CAF doit vous rembourser de l'argent, ou que Pôle emploi ne vous a pas, bref, qu'il y a eu un trop perçu ou un moins perçu, etc., que l'assurance maladie tarde à vous rembourser, votre mutuelle, etc. Tous ces organismes-là, voilà, vous passez par le médiateur avant d'aller au tribunal, avant de vous dire « Oh là là, il faut que j'aille voir l'avocat, c'est galère ». Non, vous saisissez le médiateur, ça se fait par mail, très rapidement. Pour la CAF, c'est très simple, hein, c'est via votre espace CAF, médiateur CAF, vous envoyez un courriel à qui, vous sélectionnez médiateur, bim, c'est parti. C'est tout. Le médiateur vous recontacte et c'est parti, la procédure est lancée. Si cette médiation n'aboutit à rien, que vous n'êtes toujours pas content, vous allez voir le tribunal et vous partez, vous faites un recours et là on part en recours en contentieux, là, ou contentieux, voilà. Et donc là, ça met un terme à la médiation. Et là, après, c'est vos affaires, parce que moi, je ne vais pas vous conseiller en droit, je suis nul en ça. Mais tout ça pour vous dire que dès que vous avez un problème, vous allez voir les médiateurs. Vous ne dites pas, c'est des escrocs, et puis vous lâchez l'affaire. Non, si vous êtes persuadé d'avoir raison, notamment pour les administrations, vous avez les médiateurs, vraiment, qui sont là pour vous aider. OK ? Et apparemment, il y a aussi des médiateurs, même pour EDF, Bouygues, etc. Voilà. Bon, après, c'est vrai, hein, c'est ça. Etc. Donc, voilà. Et effectivement, toujours contacter les gens par écrit. Hein. Ça, c'est très important. Hein. Quand vous avez le moindre contentieux à signaler à la CAF, etc., c'est pas au téléphone. Hein. Il ne faut pas crier au téléphone ou crier au guichet. Non, vous envoyez un mail, comme ça, vous avez la date, l'heure, etc., et tout se fait comme il faut. Et vous pourrez du coup récupérer de l'argent parce que c'est de ça qu'on parle ce matin. Ok ? Les amis, je vais vous laisser. J'espère que vous avez passé une très bonne matinée en ma compagnie. Moi, j'ai passé une très bonne matinée avec vous. Je vous laisse. On vous dit rendez-vous demain soir pour la danse. Oui, demain soir pour la danse. Hein. Très bonne fin de journée. Très bon appétit à vous, hein, parce qu'il est 11h35. En France métropolitaine, bien évidemment. Merci à tous. J'espère que vous avez passé un bon moment. Merci à tous ceux qui ont été très très actifs sur le chat. Hein, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis merci. Merci. Allez, et à demain matin, sur Jujubaby, il y aura un vlog qui sera très travaillé. Je me suis donné beaucoup de mal, etc. J'ai même pas fini, il faut que je le finisse cet après-midi. Et je me suis beaucoup amusé à le faire. Vous allez voir, il sortira demain matin sur Jujubaby. J'espère que vous le commenterez. Hein, j'espère que vous le commenterez parce que il est très beau à regarder. Je n'ai pas fini, mais déjà, il est pas mal. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un vlog comme ça. Allez, gros bisous. Ciao, ciao les amis. Hop. Merci beaucoup. Ciao.